Salut et bienvenue sur En Vrai, la série de podcasts de Coca qui te propose chaque mois des tables rondes lors desquelles nous échangeons sur des sujets qui nous tiennent à cœur ou pour lesquels nous avons envie d'ouvrir le débat, de partager notre expérience, mais aussi et surtout d'écouter celle de nos invités. Embarque avec nous dans ces discussions où chacun et chacune partage sa vérité, parce que chez Coca, on est persuadé d'une chose, il n'y a pas de vérité absolue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'En Vrai au sujet de l'holacratie. Vous le savez peut-être déjà, mais chez Coca, on est dans l'holacratie depuis à peu près 2 ans et demi et on a commencé à y réfléchir bien avant le Covid déjà. Nos invités aujourd'hui qui vont nous parler d'holacratie, ça sera Emmanuel de Evolve, Alyosha de Semaway, Fabio de Coca et Christos de Coca également. On va essayer de rentrer un peu près dans qu'est-ce que c'est l'holacratie, ce nouveau mode de gouvernance, essayer de déconstruire un peu toutes les choses que les gens savent sur l'holacratie et aussi tout ce que les gens ne savent pas encore. Je vous laisse vous présenter. On peut commencer avec toi, Emmanuel. Okay, bonjour, merci. Donc je m'appelle Emmanuel Levard. Je suis fondateur et source de Evolve, qui est une organisation qui fonctionne en holacratie et qui accompagne les autres organisations, entreprises, institutions, etc. à mettre en place ce système d'organisation. Voilà. Et moi, je suis Alyosha Yordanov, je suis leader et personne source de Semaway, une entreprise que j'ai fondée il y a 16 ans. On est installé à Grenoble, on est une équipe de 11 et notre métier, c'est d'accompagner les transformations en holacratie. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Super. Hello Diane, Fabio, donc de Coca depuis 14 ans. Et chez Coca, je suis leader de cercle Coca et dans le monde un peu classique, plutôt responsable opérationnel de Coca. Salut Diane, pour ma part, donc Christos Cornaros, chez Coca, que Fabio, 10 ans seulement, mais c'est déjà pas mal. J'ai commencé comme développeur back-end et ensuite j'ai migré gentiment dans d'autres casquettes et d'autres rôles chez Coca. La raison pour laquelle je suis ici, c'est leader de cercle de All Academy, c'est un cercle qui, on verra plus tard, qui a comme mission de faire monter Coca en maturité dans les pratiques de l'holacratie. Super, merci beaucoup à tous. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, une petite définition de l'holacratie. Donc, il s'agit d'un mode de gouvernance dans lequel les décisions concernant l'avenir de l'entreprise sont prises en fonction des rôles de chaque membre de l'équipe. Ça reste peut-être un peu flou. Est-ce que Emmanuel ou Alyosha voulaient nous en dire un peu plus concrètement sur ce que c'est l'holacratie ? Je dirais que l'holacratie, c'est une constitution, donc des règles du jeu, qui disent comment est-ce que le pouvoir et l'autorité sont distribués dans l'entreprise. Donc, on peut appeler ça un mode de management, effectivement. Effectivement, on s'appuie sur des rôles, on va avoir le temps d'y revenir aujourd'hui. L'idée, c'est d'amener plus de clarté sur la manière dont fonctionnent le pouvoir et l'autorité dans l'entreprise, sur qui décide quoi, comment, et donc, en négatif, jusqu'où est-ce qu'on peut parler d'autonomie. Moi, ce que j'aime bien dire quand les personnes sont surprises, c'est qu'en fait, on redistribue un peu l'autorité. C'est que souvent, dans les modes classiques, tu as la pyramide, et souvent, toutes les décisions, même des petites décisions, se prennent d'en haut. Et là, en fait, on redistribue en fait, l'autorité, et en fait, on rend les rôles beaucoup plus indépendants et maîtres un peu de leurs décisions. Donc, tu as moins une hiérarchie par, je dirais, position, mais plus une hiérarchie ou des responsabilités par rôle. Alors, on est déjà rentré à quelques mots-clés comme les rôles. Je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde. C'est quoi, par exemple, la différence avec un job, comme on pourrait avoir dans une entreprise plus classique ? Et puis pour ceux qui ont peut-être déjà un peu entendu parler de l'holacratie, il y a aussi des cercles. Quelqu'un arrive à nous dire un peu ce que c'est, ces cercles et ces rôles en détail ? Je vais reprendre ce que disait Alyosha sur la Constitution. C'est des règles du jeu holacratie. Il y a 5 grandes règles du jeu. Et la première, c'est celle-là, c'est de définir, de parler de la même chose. Donc on va définir c'est quoi un rôle, c'est quoi des politiques, c'est quoi des raisons d'être, des domaines, c'est quoi un leader de cercle, qui sont vos rôles chez Coca, pour pouvoir parler de la même chose. Un rôle, la différence avec une fiche de poste, c'est qu'il va y avoir 3 composantes à un rôle. Une raison d'être, pourquoi le rôle il existe, on va se poser cette question-là, sachant que si vous avez des rôles, donc des fonctions dans votre organisation, qui n'ont pas de sens, où vous ne pouvez pas répondre à pourquoi ça existe, on peut se poser la question de pourquoi ils sont là. Des redevabilités, une autre façon de le dire, c'est les sollicitations ou l'offre de valeur, c'est pourquoi je vais aller me tourner vers ce rôle ? Qu'est-ce que je peux aller lui demander ? De quoi il est redevable envers l'organisation ? Qu'est-ce qu'il fait en fait concrètement ? Donc ça va être de définir de façon claire pourquoi je peux aller voir l'autre dans l'organisation, ce pourquoi il est là. Et un dernier point, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui est les domaines, c'est des autorités confiées à ce rôle-là, qui va pouvoir gérer pour l'organisation dans une autonomie, comme tu disais tout à l'heure. Il va pouvoir réglementer, on va dire comme ça, gérer
des autorités. Donc on vient mettre de la précision, contrairement à une fiche de poste qui sont souvent des missions en fait, un peu floues et qui ne correspondent souvent pas à la réalité du travail des gens. On vient travailler ces rôles-là et Holacracy va les rendre évolutifs et multiples, ce qui va permettre plus de finesse dans la distribution du pouvoir, comme le disait tout à l'heure Alyosha. Et les cercles dans tout ça, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire que c'est une manière de ranger les rôles. Une des choses qui est très visible quand on passe en holacratie, c'est peut-être même la chose la plus visible, c'est que l'organigramme est structuré en cercles imbriqués. À l'intérieur des cercles, on va trouver peut-être encore des cercles et en tout cas des rôles. Et on va avoir cette imbrication autant que nécessaire pour que l'organisation soit claire et fonctionnelle et que ce soit facile de s'y retrouver. Donc un cercle, c'est un rôle. Vu de l'extérieur, c'est un rôle. Il a des redevabilités, une raison d'être, etc., comme ça vient d'être expliqué. Sauf que sa particularité, c'est qu'il est décomposé lui-même dans des plus petits rôles. C'est pour ça qu'on dit que l'holacratie est un système d'organisation qui est fractal. Il se décompose à mesure qu'il grandit. Et de ce point de vue, c'est un peu ce qu'on retrouve dans tout le monde du vivant. En fait, les organismes vivants, ils sont composés comme ça. Et quand on grandit, les cellules se décomposent, se divisent. Super, mais merci pour cette explication. Petite dernière question, Emmanuel, Alyosha, vous êtes extérieur à l'entreprise Coca, mais vous avez quand même des rôles, du coup, dans l'organisation Coca. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces rôles? Qu'est-ce que vous faites pour Coca? Je ne les ai pas vérifiés depuis longtemps. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas changé. L'idée, c'est justement ça, c'est que même si on est extérieur à l'organisation, on peut avoir des fonctions, on peut avoir des rôles pour apporter quelque chose à l'organisation. Et pareil, Christos et Fabio pourraient avoir des rôles chez nous. On a un rôle de coach externe, donc on est là à la fois pour former des coachs en interne, on est vraiment dans cette question de l'autonomie, à la fois la classique pour soutenir l'autonomie, on aime soutenir ça chez nos clients. Donc vraiment former des coachs et des ressources en interne qui permettent de faire vivre l'holacratie, de continuer à avoir la pratique la plus fine de l'holacratie possible. Et on a aussi un rôle de conseil, d'échange, et on est devenu aussi amis avec le temps, mais je ne suis pas sûr qu'on le représente dans l'organisation. Ça marche, merci. Encore une autre petite question avant de passer plus en détail sur la relation du coup entre vos entreprises et Coca. Pourquoi des entreprises, des associations ou d'autres types de structures devraient passer en holacratie? Qu'est-ce que ça peut leur apporter vraiment au quotidien, ou en tout cas sur le long terme peut-être? Alors, je ne pense pas qu'elle devrait passer en holacratie. Ouais. Je pense que ce qui est fondamental, c'est que ça réponde à un besoin. On voit aujourd'hui que les gens qui nous contactent vivent des difficultés dans les systèmes d'organisation dits traditionnels, qui peuvent être de la lenteur, qui peuvent être une hiérarchie, une structure de pouvoir implicite, qui peuvent être du flou sur les responsabilités, qui peuvent être des séances interminables où personne ne décide. Et en fait, holacratie, par ces 5 articles de la Constitution, va répondre à certains de ces besoins. Donc le plus important, c'est qu'il y ait un besoin, qu'il y ait une difficulté rencontrée, peu importe la difficulté. Et après, d'aller regarder, est-ce que ce système peut répondre à ces difficultés ou pas? Ouais, je pourrais témoigner des deux grands types de demandes qu'on reçoit. Les gens qui viennent nous voir en disant « Ah, ça nous intéresse, l'holacratie, est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant pour notre entreprise ou notre organisation ?» Il y a le cas de figure des entreprises qui vont très bien, le business tourne et ces entreprises sont en train de grandir. Et ça fait naître une sorte de crainte que peut-être qu'en grandissant, ça pourrait faire apparaître du management intermédiaire et puis une sorte de rigidification de la structure parce qu'on rentrerait dans des process interminables du management un peu classique, je vais le dire comme ça. Et donc, ces entreprises identifient que peut-être l'holacratie leur permettrait de garder cette souplesse et ce côté un peu familial, dynamique, voilà, certains appellent ça un esprit de start-up, ou en tous les cas, un état d'esprit assez souple tout en grandissant. Et l'autre cas de figure qu'on rencontre, c'est plutôt des entreprises qui vont très mal, dans le sens où elles ont vraiment atteint des niveaux complètement dysfonctionnels et elles n'arrivent plus à s'adapter au niveau de contraintes qu'elles ont. Pour des raisons business, de l'environnement, sociétal aussi. Je pense à beaucoup de gens, par exemple, qui viennent nous voir en disant on n'arrive plus à attirer les jeunes générations quand on a besoin de recruter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être un peu plus au goût du jour par rapport à ce qui est devenu le monde maintenant, le monde du travail? Et là, dans ce cas, elles identifient que l'holacratie leur permettra de devenir plus sensibles à leur environnement et de mieux s'adapter plus vite et à moindre effort. On en parlait un tout petit peu avant en off. Ça arrive des fois qu'il y a des entreprises qui se lancent, qui ont envie de passer le cap, et puis avec qui ça ne marche pas. Oui, ça arrive. Je pense, mais tu parlais tout à l'heure, Fabio, du temps de gestation qu'il y a eu pour Coca. Je pense que c'est une démarche et que c'est une recherche. Je pense que des personnes peuvent projeter beaucoup de choses sur holacratie. Je pense que ça a été le cas chez Coca, même aujourd'hui en interne. On imagine des choses. Je veux de l'horizontal, je veux pas de management intermédiaire, je veux des choses. Et donc s'imagine que holacratie va être la panacée de ce que eux ils veulent.
Et le voisin veut pas forcément la même chose. Donc il peut y avoir de la désillusion si c'est pas bien expliqué en amont, si c'est pas bien compris ou si c'est pas bien expériencé dans ce qu'est holacratie. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a ces fameuses 5 grandes règles du jeu et de plus en plus, on voit des entreprises qui vont y aller de façon incrémentale, donc qui vont adopter par exemple l'explicitation des rôles sans pour autant les rendre évolutifs ou la séance de triage qui est une séance opérationnelle pour mettre de la fluidité dans l'organisation et petit à petit les autres besoins vont se faire sentir. Moi j'ai eu des cas d'accompagnement où ils ont dit ok on veut tout de suite. Et puis au bout de 6 mois, ils ont dit « Ah non, mais en fait, on ne peut pas faire tout ça. Et donc, en fait, on va faire qu'une partie. » Et ça a pu amener de la déception dans les gens, pour les personnes qui avaient envie d'y aller à fond. Je crois par contre qu'il n'y a pas de retour en arrière, notamment sur certains processus d'holacratie, comme le processus de triage. Une fois qu'on l'a vécu, c'est pas possible de revivre des séances classiques. Ouais. Donc, il y a des choses qui restent. Par contre, des organisations qui aujourd'hui peuvent dire « Nous, tout le monde dans l'organisation, les 250 personnes, à 100% chaque jour, on suit les règles qu'on s'est données dans l'organisation, puisque chaque organisation va trouver sa propre forme. Ça n'existe pas. Donc ça reste un chemin qui se passe plus ou moins facilement et avec plus ou moins d'écueils en fonction des organisations. Peut-être, ça me donne envie de parler de ce rôle qu'on a assez important en tant que coach en holacratie, de venir vérifier quel est l'état de la demande quand des gens veulent faire de l'holacratie. Pourquoi, etc. Et c'est vraiment un job d'accompagner l'explicitation de la raison d'être de cette transformation-là, de pourquoi on se transformerait après tout. Et dans notre expérience, en tout cas, ça nous est arrivé à 2 reprises de faire tout un travail préparatoire de cette transformation et d'arriver au jour de lancement officiel. Et puis la réponse a été non. Ça a été en fait, soit on n'est pas prêt, c'est trop de changements d'un coup, voilà. Soit en fait on n'est pas très au clair sur qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à ce qu'on a déjà, ça va pas si mal, et après tout, est-ce qu'on a vraiment envie de faire tous ces efforts d'apprentissage, de désapprentissage aussi des anciennes méthodes. Mais comme tu disais, le cheminement, il est déjà là, donc il y a déjà plein de réflexions qui ont été menées. Les entreprises ont de toute façon quand même grandi avec cette réflexion. C'est ça, puis l'holacratie n'est pas une fin en soi. C'est juste une boîte à outils, c'est un système qui existe, il est sur l'étagère, on en parlera, il a plein d'avantages, et bon, nous les premiers, on en est assez convaincus. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de faire. Et puis certains font juste le choix de s'en inspirer un peu, et puis ils font leur chemin comme ça. Et il faut une maturité aussi dans l'entreprise, que tout le monde soit aligné, soit prêt à aller dans l'holacratie. On a vu un exemple à Paris quand on se formait d'une personne qui avait mis en place l'holacratie dans son entreprise, hyper motivé, mais en fait derrière les autres employés n'ont pas trop suivi, du coup il était un petit peu tout seul et il ne trouvait pas le moyen de générer cette énergie, de vouloir travailler en co-gouvernance et tout ça, et du coup il était un petit peu tout seul et désarçonné par rapport à ça. Donc effectivement il faut un bon travail préparatif avant pour être sûr que tout le monde soit bien embarqué. Mais même nous, on l'a vécu, je pense, après tu vas parler plus de Coca, mais avec Christos et Joanne, on était un peu les premiers de Coca à aller à Paris, à découvrir. Puis quand on est revenu, en fait, on s'est dit, OK, mais nous, Coca, on aime bien prendre les décisions rapidement, les projets, on les fait vite. Puis en fait, on a vu qu'il y a eu quand même pas mal de réticences, parce que surtout, puis c'est vrai qu'on est retourné un petit peu en arrière, puis on s'est préparé, puis on a dû bosser même avec Pascal pour dire, c'est quoi la raison du changement ? Parce qu'il y en a qui disaient, mais tout fonctionne chez Coca. D'autres disaient, c'est la cata. Et en fait, on a fait des ateliers pour expliquer aux gens, pas forcément l'holacratie, mais pourquoi on veut changer. Pourquoi on veut changer ? Bah, pourquoi on a voulu changer à l'époque ? Alors, il y a beaucoup de raisons. On a vite grandi. Juste avant le Covid, on était un peu moins de 100. Après le Covid, on est passé à 230. Donc vite, déjà, il y avait un problème de clarté, parce qu'on n'a jamais tellement eu d'organigramme chez Coca. On a toujours aimé ce côté volontaire, un petit peu, chacun, il y va où il pense que c'est bon. Et vite, on a vu qu'il y avait des silos, il y avait un manque de communication. On ne savait plus vraiment qui était, sur quel sujet, comment je peux faire bouger l'organisation. Et chez nous, on a toujours aimé ce côté un peu entrepreneur à l'intérieur. Et en fait, il y avait certains qui osaient, parce qu'ils étaient extravertis, ils y allaient. Et d'autres, j'ose pas acheter une souris parce que j'ai pas le budget. Donc on a vu en fait qu'il manquait un peu de clarté. Et que le côté on mange tous ensemble, on boit un verre de vin et on décide, à 200, ça marche plus. Et il fallait mettre en place une organisation, et c'est là où en fait, on a un peu étudié à gauche, à droite. On a vu des sociétés voisines de chez nous qui étaient déjà intégrées. Christos a été très loin aussi dans la recherche. Donc c'est là où on s'est dit que la classique correspond vraiment aux besoins de Coca avec son évolution. Et du coup, on avait fait, je rebondis, on a demandé à Pascal, pas moi, hein, mais les coachs qui nous accompagnaient, a demandé à Pascal de faire la raison tripale du changement. Donc, est-ce que dans les tripes, il fait que ce changement,
Il y a évidemment toutes ces bonnes raisons qu'a donné Fabio. Il y avait le côté aussi chez Pascal de dire qu'il y a maintenant le rôle ADN, donc il voulait incarner ça. Il voulait que les gens, quand ils soient chez Coca, ils puissent s'épanouir, faire éclore les compétences. Et pour ça, il voulait qu'il y ait un système qui accompagne cette idée de on a une bonne idée et on veut en fait le dynamiser, le faire grandir les personnes au sein de l'organisation de Coca. Et derrière ça, c'était ça le gros changement tripal en guillemets dans les tripes de Pascal, entre autres. Génial. Je me fais peut-être un peu l'avocat du diable maintenant, mais holacratie, c'est quand même un terme relativement nouveau, tout le monde ne connaît pas encore forcément. Ma petite question un peu piquante, on va dire, c'est quoi la différence avec l'anarchie ? Je vous rappelle la définition de l'anarchie, pour qu'on soit tous alignés. Donc, l'anarchie est une société fondée sur la démocratie directe sans système de pouvoir vertical tel qu'un gouvernement non soumis au peuple. Les anarchistes prônent par exemple le mandat impératif ou le référendum d'initiative populaire, une économie d'exploitation, et donc ils refusent l'existence du salariat, des monopoles, des cartels ou du capitalisme d'État. C'est une situation d'un milieu social où il n'existe pas de rapport de pouvoir verticaux et qui est déjà dépourvu de classe sociale. Je ne vais pas plus loin, mais on voit qu'il y a quand même des choses assez similaires avec l'holacratie. Alors pourquoi avoir un peu un nouveau terme Alors déjà, je voudrais exprimer toute ma sympathie pour le mouvement anarchiste. Et je ne suis pas sûr de reconnaître Coca, par exemple, dans la définition que tu donnes. Ça vient parler de la question de la verticalité et de l'horizontalité. Je disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une croyance que holacratie était un système qui amenait de l'horizontalité. Holacratie est pour moi un système et vertical et horizontal. Il y a une verticalité, on parlait de la gouvernance tout à l'heure, on parlait des rôles de la distribution d'autorité, tu parlais des cercles qui se décomposaient de façon fractale. Faut revenir pour moi à un endroit qui montre bien qu'on parle de la loi. Pourquoi une organisation aujourd'hui, une entreprise, a des autorités ? Parce que le droit des sociétés, en tout cas en France, je ne sais pas comment il s'appelle en Suisse, mais parce que le droit des sociétés dit, vous avez le droit de créer une société qui va avoir le droit de recruter, le droit de facturer, le droit de vendre des choses. Donc en fait, toutes ces autorités sont données par la loi. Donc déjà, la base, ces données-là. L'organisation, après, va redistribuer ces autorités qui lui sont conférées par la loi au sein de l'organisation. Peut-être que les ressources humaines, People and Culture, vont avoir l'autorité de recruter, l'autorité de licencier. Peut-être que la communication va avoir l'autorité sur la brand de Coca. Donc on va redistribuer. Et ça, c'est vertical. Ça vient du droit des sociétés, ça arrive à Coca et Coca le redistribue. Et ça, on ne peut pas. Quelqu'un chez Coca ne peut pas décider tout d'un coup de recruter quelqu'un. Donc il y a bien une hiérarchie verticale de la distribution d'autorité. En revanche, ce que propose holacratie, le chemin que propose, c'est qu'opérationnellement, il n'y ait absolument aucun cercle pour le coup. Tous les rôles peuvent aller voir n'importe quel rôle dans l'organisation pour lui demander, on parlait des sollicitations, des redevabilités tout à l'heure, mais en fait, Fabio est leader de cercle, responsable opérationnel chez Coca, il a une responsabilité, une redevabilité, je crois, de définir la stratégie pour Coca. N'importe qui, peu importe où il est dans l'organisation, peut aller voir directement Fabio et lui dire, t'en es où sur la stratégie 2024 ? Est-ce que tu as une estimation de quand tu pourrais la donner ? Donc il y a vraiment cette idée qu'en termes d'autorité, c'est vertical et on reconnaît. Et on ne se raconte pas d'histoire, c'est une verticalité. Ça vient du droit des sociétés, ça vient de la loi, donc à cet endroit, ça va contre l'idée de l'anarchie. Et s'il y a par contre, on essaye, on veut, ça tend à mettre une opérationnalité horizontale de façon la plus absolue possible. Et c'est pour moi ces deux endroits qui permettent d'intégrer ces deux polarités de la verticalité et de l'horizontalité. Ouais. Alors, je rebondis aussi. Nous, c'est le contraire de l'anarchie, justement. En fait, on était un peu une anarchie. Coca fait n'importe quoi, mais il le fait pour toi. Et en fait, en grandissant, avant, c'est sympa de faire n'importe quoi et dans tous les sens, ça marche bien parce qu'en fait, on peut discuter tous ensemble. Et en fait, quand on est arrivé à l'étape où on arrive à plus de 100, 120, 150, 200, en fait, on avait besoin de structure et le choix de l'holacratie par rapport à d'autres gouvernances partagées, parce qu'on voulait quand même garder ce côté de partage du pouvoir. C'était la sociocratie. En fait, il n'y avait pas de vrai framework qui structure les décisions, qui structure les séances. Et le choix de l'holacratie, pour Coca en tout cas, c'était parce qu'il y avait un framework derrière qui permet d'avoir des séances justement bien tenues, à l'inverse de l'anarchie qu'on maîtrisait très très bien. Mais donc du coup, après avoir fait n'importe quoi pendant plusieurs années, comment vous êtes arrivé à entendre parler de l'holacratie, puis comment vous êtes dit que c'était peut-être une bonne chose comment ça s'est passé un peu la découverte et la transition vers l'holacratie ? Peut-être toi, Fabio ? Alors, comme on disait avant, c'est que dès qu'on a dépassé 100, c'est vrai que l'anarchie chez Coca était du style, dès que tu as une bonne idée, tu y vas, tu fonces. Et ça marchait bien parce qu'on était un petit nombre, chacun avait des métiers, puis c'était un petit peu facile de se répartir les trucs. Et dès qu'on a vu qu'on a grandi, on voulait garder cette dynamique de dire, OK,
aujourd'hui, quand tu es engagé pour un poste ou un rôle, comme on dit aujourd'hui en holacratie, en fait, on estime que tu es expert dans ce rôle-là, donc personne ne vient te dire quoi faire. Et du coup, c'est dire, OK, bah, te laisser ta liberté de vraiment tout proposer par rapport à ce que tu connais pour le meilleur de Coca. Et vite, on a réalisé que les gens ne savaient pas vraiment s'ils pouvaient y aller. Et c'est là où on s'est dit, OK, on va chercher un petit peu une organisation à l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, Holacracy, quand on a commencé à regarder, était un mot à la mode. Une agence qui nous suivait était déjà en holacratie. On a vu pas mal de gens le regarder, le tester. On a vu plein de vidéos, surtout en France où le phénomène était déjà fort. Et c'est vrai qu'on est parti, trois, un peu partis en exploration. Et je me rappelle, pendant la semaine, on était trois avec Johan et Christos, on débattait. Alors, moi, j'étais contre au début, parce que je trouvais trop de règles, trop de mots compliqués, trop de jargon, presque des fois un peu sectaire, quand on peut regarder de l'extérieur, avant de parler du jargon. Puis petit à petit, on a vu qu'en fait, et c'est là que ça revient un peu à contre l'anarchie, c'est qu'en fait, c'est très régulé. Et en fait, nous, chez Coca, on n'avait même pas de vision à l'année prochaine, on n'avait même pas de... C'est quoi les valeurs de Coca? On les avait, mais profondément, mais elles n'étaient pas claires, écrites. Et on se dit, mais comment les gens ils peuvent écrire Coca ou suivre Coca? Et moi, je me rappelle toujours d'un moment fort, c'est quand Alyosha et Emmanuel nous ont intégrés. Je me rappelle, la première séance, on était un petit peu les cadres de Coca, et on devait dessiner sur une feuille Coca. Okay, donc on devait dessiner l'organigramme, et il y a eu 4 dessins différents. 4 dessins différents. Ça veut dire que même nous qui se connaissons bien, on voyait Coca différent. Donc comment les 200 personnes voient Coca sinon on les voit différemment? Donc c'est là où on s'est dit, OK, on a besoin d'avoir quelque chose de clair, de visuel, qui peut bouger. Parce que je pense qu'on va parler après, l'organigramme, il reste pas figé. Il vit tous les jours. Chaque jour, il y a des séances et qui remodifie. Et du coup, ça suit en fait l'agilité qu'on parle toujours, de suivre un peu qu'est-ce qui se passe, de faire évoluer les choses, de faire sortir les idées rapidement et pas 2 ans après. Et je pense que c'est tous ces éléments-là qui nous ont complètement alignés avec ce que l'holacratie nous amenait. Ouais, sur cette comparaison entre anarchie et holacratie, merci pour la question. Et tu t'as dit toi-même que c'était une question un peu piquante, donc c'est pour soulever le débat, et je crois que c'est bien. Je pense que on est peut-être diamétralement opposés par rapport aux croyances sous-jacentes de l'anarchie, puisque c'est ce qu'on a dit en introduction sur la définition de qu'est-ce que c'est que l'holacratie. C'est une constitution, des règles de jeu qui distribue l'autorité. Donc ça reconnaît le fait qu'il y ait des rôles qui ont plus d'autorité que d'autres. Et il y a pas, c'est pas parce qu'on cherche à expliciter la structure d'autorité qu'il n'y en a plus. Au contraire, c'est pour la rendre plus saine, plus fonctionnelle, et lui donner la possibilité de s'ajuster. Donc on vient peut-être la rendre moins rigide que ce qu'elle a été dans l'héritage tayloriste de la vieille, ce qu'on pourrait appeler la vieille pyramide managériale ou hiérarchique. Mais ça reste une forme de hiérarchie, au joli sens du mot de la hiérarchie, qui est l'ordre que l'on reconnaît. Et c'est pas l'absence d'ordre, pas du tout. Du coup, Coca a réussi à se mettre d'accord, l'holacratie ça a l'air super, on a vu qu'il y avait plein de diagrammes différents de l'organisation. Comment après vous avez fait pour collaborer justement avec Evolve et Maui? Comment on fait pour monter après 200 personnes, pour commencer les premières discussions, la création de la constitution? Comment ça se passe un peu tout ça, l'accompagnement d'une entreprise qui a envie de se mettre à l'holacratie? Ça se passe plutôt bien. Non, je rigole. Effectivement, il faut être bien accompagné. Donc, on a fait ce travail de trouver des gens qui allaient nous accompagner. Ici, c'est Maui et à Evolve. J'ai bien prononcé, je crois. Et on a fait je disais avant, en préambule, on doit tous se mettre d'accord, en fait. Et souvent, c'est là où ça se passe mal, les mises en place en holacratie. C'est que soit c'est... un dirigeant qui décide, en fait je veux partager mon pouvoir et je balance ça et je demande à personne. Et en fait nous on a dit non, évidemment il fallait que tout le monde, les anciens cadres, soient impliqués dedans pour y aller. S'il y avait une personne qui tirait du pied, c'était non. Donc on voulait 100% dans l'ancien management qu'on appelait les sauces, pour une raison qu'on expliquera certainement une autre fois. Fallait qu'ils se mettent d'accord. Et de l'autre côté on s'est dit contrairement à beaucoup d'entreprises qui partent, et parce que le top management, en citant pas le management, part dedans, là, on voulait aussi interroger tous les employés, tout le monde, pour savoir s'ils voulaient partir en holacratie. Vu qu'en fait, on va faire de la gouvernance partagée, autant commencer dès le départ, en leur posant la question. Et on s'était mis un objectif de 90.
90% de gens qui voulaient partir en holacratie, qui ne voyaient pas d'objection majeure à y aller. Et la première fois qu'on a fait donc on a refait des ateliers pour expliquer le jargon, les concepts, évidemment sans rentrer dans les détails parce que ça prend du temps, mais on leur a montré les grands concepts de holacratie. Et on a eu 83%, je crois environ, de gens qui étaient motivés. Mais ça ne nous suffisait pas assez grand. On voyait quand même qu'il y avait 17% de gens qui n'étaient pas embarqués dedans. Du coup, on a fait une deuxième session en leur demandant d'adresser les éléments bloquants. Et on a les trois qui ont fait la formation. On a expliqué, en fait, les gros bloquants, c'était comment Coca sera en holacratie. Holacratie, c'est un concept. Comment Coca en holacratie, c'est. Et là, du coup, on a pu répondre plus concrètement, plutôt que de la théorie sur holacratie, plutôt comment concrètement ça va se mettre en place. Et quand on a fait le deuxième sondage, on a eu là plus de 90%. Et on a décidé du coup de passer là. Et là, on a formé de nouveau des gens. Parce que voilà, c'est du jargon, c'est compliqué, c'est un changement d'état d'esprit aussi à l'holacratie. On passe d'un état de subordination à un état plutôt d'action où on va dire quel est ton besoin en fait. On n'est pas en train d'arriver avec la liste des choses qui nous embêtent, on est plutôt en train d'adresser des problèmes et de trouver aussi déjà un début de solution pour les adresser. Donc voilà, c'est de la formation et beaucoup de travail en préparation. Et pour vous, Emmanuel et Alyosha, ça se passe comment d'accompagner une entreprise comme ça qui a décidé de franchir le pas avec la plupart des employés qui suivent? C'est super bien décrit par Christos à l'instant. Et en même temps, ce que tu racontes, Christos, ça parle vraiment de la culture de Coca, qu'on retrouve du coup encore maintenant en holacratie, etc. Mais du coup, il y avait déjà une culture très participative. Il y avait déjà une manière très informelle de prendre des décisions, de discuter, de se connaître, de travailler, etc. Donc la manière de mettre en place l'holacratie, elle a suivi cette culture-là, parce que l'holacratie ne vient pas changer la culture en réalité. Et on part d'un point de départ qui est l'entreprise telle qu'elle vient se présenter au moment où elle se pose la question de faire ou pas un système d'organisation en holacratie. Dans des entreprises qui ont un management un peu plus vertical, on peut très bien imaginer une décision qui est prise par la direction générale de dire à partir de lundi prochain, on va fonctionner en holacratie. Pourquoi pas? Si c'est la culture maison, si c'est une décision qui sera reconnue comme légitime parce que c'est déjà la culture de décision, ça peut fonctionner. Ça va faire quelque chose de très différent. La manière d'embarquer ne sera pas la même, mais il y a plein d'entreprises, plein d'organisations, privées ou publiques, qui ont des modes de management qui sont plutôt qui fonctionnent par embarquement, c'est-à-dire que les décisions sont prises et puis après on organise des séminaires pour embarquer les gens, pour les faire adhérer à quoi qu'on pense de ça. Et puis il y a aussi des organisations qui ont des fonctionnements plus participatifs où tant qu'il n'y a pas un haut niveau d'accord, on n'y va pas, ce qui peut créer une très grosse force d'embarquement. Et je pense que Coca, dans mon expérience, vous êtes l'expérience d'adoption la plus rapide que j'ai vue. Donc ça, c'est parmi les grands bénéfices. C'est que cette manière de faire, elle est hyper puissante parce que quand on y va, on sait qu'il y a un très très large niveau de soutien, les gens ont bien compris ce qu'on va faire, etc. Inversement, quand on dit aux gens, maintenant vous êtes priés d'être d'accord avec la nouvelle manière de manager, mais si on ne leur a pas demandé leur avis, bien sûr, on va rencontrer d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Je préciserais que la première question qu'on va poser, c'est qui a l'autorité de décider de passer en holacratie? En fait, quel rôle, quelle instance? Est-ce que c'est un conseil d'administration? Est-ce que c'est un PDG? Est-ce que c'est le fondateur? Est-ce que c'est déjà un collectif à l'intérieur de l'organisation qui peut dire comment on s'organise ici? Et après, c'est aller questionner cette personne ou ces personnes de comment vous avez envie de le faire. Est-ce que vous avez envie de le faire comme Coca, d'aller obtenir 90 ou 90% des gens qui seraient d'accord? Ou est-ce que vous allez le décider et l'expliquer? Est-ce que vous allez faire de la pédagogie? Est-ce que combien de personnes vous allez... Nous, on appelle ça, on voit ça comme une pratique, comme un chemin, on le disait tout à l'heure. La formation de base, elle s'appelle la formation de praticien, c'est apprendre à pratiquer. Combien de personnes dans l'organisation vous allez former? Parce que si vous dites à tout le monde on y va, mais que personne ne connaît aucun des chemins et aucun des outils, c'est se tirer une balle dans le pied aussi. Donc en fait, toutes ces questions, on va se poser. Je donnais l'exemple d'organisation verticale où on travaille avec une grosse institution publique qui a imposé que toutes les équipes allaient avoir une journée où ils allaient expliciter tous les rôles de leur équipe. Et c'était une décision comme ça, ils n'avaient pas le choix. Et par contre, les équipes qui, après la journée, avaient envie d'être formées au triage, d'avoir envie d'aller plus loin, c'était open pour eux. Donc c'est vraiment à faire avec chaque personne. Et holacratie, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, une boîte à outils géante. Et je pense que dès le début, dans notre rencontre avec les personnes, c'est leur dire ça. Comment vous allez trouver votre forme d'implémentation? Quels besoins réels vous avez aujourd'hui? Et comment vous allez pouvoir créer un chemin d'embarquement qui répond à ça? Mais par rapport à ce que tu as dit, Alyosha, pour nous, c'était très long. Pourquoi? Parce que c'est vrai que chez Coca, on aime bien, on a une idée, hop, on l'exécute. Mais c'est vrai qu'on a vu qu'on avait eu besoin de temps. Pourquoi? Parce que
chez Coca, tout le monde participait et tout le monde disait son avis. Et en fait, pourquoi on n'a pas atteint directement le score? C'est que les gens, en fait, ils avaient presque peur pour l'organisation parce qu'ils avaient le sentiment que tout fonctionnait. Ils disaient, mais pourquoi rajouter un truc au nouveau alors que ça fonctionne? Donc, ils avaient besoin de comprendre un peu la raison du changement. Et je pense que c'était beaucoup parce que les gens, voilà, pour eux, Coca, c'est leur Coca. Puis ils disaient, OK, mais ça va changer beaucoup de choses. Ils avaient la peur. Et du coup, c'est vrai mais ils osaient le dire. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ces ateliers, parce que je pense qu'il y a d'autres boîtes qu'on a suivies, qu'en fait, ils disaient, OK, bah, si, entre guillemets, le directeur a choisi ça, bah, je le fais. Mais nous, ils ont tous questionné parce qu'ils voulaient comprendre vraiment la raison. Et après, ça demande de l'investissement parce qu'il y a un jargon, il y a de la pratique. Et je pense que le secret, c'est aussi d'investir dans les formations pour avoir aussi, moi j'ai bien aimé, avoir un peu des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'on a pris des gens autant qui étaient méga pour, mais aussi des gens qui étaient méga contre, puis on les a envoyés en formation pour qu'ils reviennent, puis qu'ils donnent un peu ce sucre et cette motivation. Et je pense que c'est le secret, c'est aussi de pas qu'il y a l'ancien management qui est embarqué, mais aussi prendre des personnes de tous les départements, puis prendre aussi ceux qui sont sceptiques, puis les envoyer un petit peu en formation pour qu'eux, ils puissent avoir la réponse à leurs questions. Et du coup, après, ils nourrissent la structure. Surtout qu'on dirait que tu passes, quand tu es à 200 déjà, c'est déjà un gros changement pour une organisation. Ça me permet de rebondir sur les points clés. Je pense que tu en as aussi des facteurs clés de succès de l'implémentation de l'holacratie. Je pense que le premier, on l'a dit, c'est vraiment la volonté de la personne qui se met en mouvement et qui a autorité de se mettre en mouvement, la raison tripale, comme tu le disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment une question sur les fonctions managériales. Je pense que c'est quelque chose qui est très peu compris dans notre société. Le management, en fait, il y a beaucoup de confusion autour de ça. Et les fonctions managériales sont très précises en holacratie. Et les gens mettent du temps à déconstruire leurs croyances sur le management. Donc on pourrait y revenir tout à l'heure. Mais donc c'est quand même important que les personnes qui vont être leaders de cercle comme vous deux aient vraiment une compréhension fine et un accompagnement presque au quotidien, parce que si eux, ils jouent les règles du jeu, ça va être beaucoup plus simple pour l'organisation de passer. Et ce que tu viens de dire là, j'aime bien le livre du Tipping Point pour ceux qui le connaissent. Je pense qu'il faut vraiment au moins un tiers de personnes dans l'organisation formées, ça ne veut pas dire le jour du démarrage, mais dans les premiers temps, pour qu'il y ait vraiment cette bascule possible, pour que la force du passage soit plus grande que la force de résistance, d'inquiétude, d'appréhension, de peur, qui est hyper saine. Vraiment, on se le redit à chaque fois. Nous, on ne dit à aucune orga, allez-y en holacratie. On leur dit, est-ce que vous êtes sûr que vous avez envie de ce gros changement? Nous, on sait tout ce qu'il peut vous apporter, on y croit. Par contre, il faut vraiment que ça soit une décision mature et ancrée, quoi. Peut-être pour répondre à ta question sur comment ça se passe, la transformation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une première phase de préparation. Donc on se pose toutes ces questions-là qui viennent d'être nommées. On fait ce qu'on appelle un encodage de structure initiale, c'est-à-dire qu'on va traduire en langue holacratique ce qui existe déjà, sans rien changer, sans rien modifier, juste on fait une traduction de l'organigramme existant et des choses non présentes dans l'organigramme, et on écrit ça sur une carte, sur un outil numérique avec des cercles, des rôles, etc. Et ce travail préparatoire peut inclure de la formation, l'embarquement des gens qui ont des fonctions managériales, etc., pour que les gens aient bien compris dans quoi on s'embarque. Et puis il y a un point de bascule. On peut appeler ça séminaire d'embarquement, grand bain. C'était le grand bain pour les loutres chez Coca. Et là, c'est vraiment le moment où c'est très important qu'il y ait tout le monde, je crois, pour le coup, que la décision a été prise en intelligence collective ou pas, pour que tout le monde sache dans quel fonctionnement on s'embarque. S'il y a décision collective, alors c'est le moment où on peut proposer un processus pour qu'il y ait une décision collective. Si la décision est déjà prise, ce n'est pas un moment de décision, mais c'est un moment d'acculturation. Et ça crée un jour 1 à partir duquel on peut se dire officiellement, voilà nos règles du jeu, on peut les poser sur la table, c'est un petit manuel qui fait 40 pages, c'est la constitution de l'holacratie, et on fonctionne avec ça. En fait, c'est le jour 1 d'une période de transition qui commence, pendant laquelle il va y avoir une première phase où il y a deux systèmes qui vont cohabiter. Il y a l'ancien, avec tout plein de règles de fonctionnement, de processus, en partie informel, en partie écrit. Et puis il y a le nouveau système, avec ses rôles, ses cercles, dans le logiciel, en Hola Spirit pour ce qui vous concerne, qui décrit l'holacratie. Et cette période-là, c'est la période où nous, on est très présents. Dans un rapport de pédagogie, de formation, de coaching, d'accompagnement, parfois de conseil, de proposer des pistes pour essayer des choses, parce qu'évidemment, on n'a pas la solution à tout et il y a des choses à construire.
Et on va faire le maximum pour que cette période de chevauchement de l'ancien et du nouveau système soit la plus courte possible, parce que c'est la période moins confortable quand même. Avec un but d'autonomiser l'organisation qui fait de l'holacratie, de manière à ce qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend un peu de la vitesse et de la culture du point de départ, on va dire, que l'entreprise soit autonome et qu'elle soit capable elle-même de continuer à améliorer son propre système sans notre aide, ou en tout cas avec un minimum d'aide extérieure. Tout à l'heure, on parlait justement des rôles, on peut en changer, on peut en prendre des nouveaux. En vrai, comment ça se passe tout ça comment ça se passe Juste pour les rôles, moi Ouais. je trouve que c'est intéressant. C'est que souvent, dans un peu l'ancien fonctionnement, dans le fonctionnement classique, quand tu postules pour un poste, tu postules pour un poste, prenons Christos qui est développeur, et du coup, bah, ça va être ton cahier des charges. Ce que je trouve intéressant avec les rôles, c'est qu'en fait, déjà les rôles, ils n'ont pas de limite, tu peux avoir beaucoup de rôles, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, les rôles, une personne comme Christos peut avoir plusieurs rôles. Et la chose géniale, c'est qu'en fait, tu bénéficies de la compétence maximum de Christos, c'est que autant il est très bon développeur, je crois, et, et autant en fait, il a plein de curiosité et plein d'envie. Et du coup, ça le permet de pouvoir dire, OK, ben moi, j'ai plusieurs rôles et je ne suis pas bloqué dans mon rôle, d'entre guillemets, d'ingénieur, de développeur. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ben, tu peux vraiment bénéficier des fois des forces des personnes qui peut-être sont au-delà de juste le pourquoi ils ont été engagés. Et du coup, pour une entreprise, est-ce que c'est pas un peu compliqué parce que j'imagine que Christos, il fait pas, enfin, il est développeur back-end, mais il fait pas les autres rôles en dehors de son temps de travail. Ça reste dans son temps de travail. Ça, c'est des grands débats Ouais. qu'on a à l'intérieur. C'est clair qu'on a un devoir, on a une mission, surtout tech. Voilà, donc, on réfléchit beaucoup à une cohérence. Pourquoi pas dire, OK, 80% du temps, il fait ses métiers, parce que son métier peut avoir plusieurs rôles aussi, parce qu'il peut coacher des nouveaux développeurs. Puis 20%, pourquoi pas laisser aux gens dire, OK, bah, s'ils voient un rôle qui est vide, parce qu'on peut créer des rôles, mais après, il faut mettre quelqu'un. On peut avoir un système de recrutement, puis dire, OK, bah, on cherche une personne pour... ça s'est passé pour le QG, pas comme ça. Pour le QG, en fait, donc le bâtiment où on est, on l'a fait, on l'a décoré avec une boîte extérieure, mais on a pris des gens aussi à l'intérieur. Puis les gens ont postulé, OK, moi, ça m'intéresse de pouvoir dire mon avis sur comment aménager les bureaux. Puis du coup, il y a des gens qui ont postulé pour un rôle QG, par exemple. Mais c'est clair que il y a plein d'angles morts. Hein. Je ne sais pas si on aura le temps de parler aujourd'hui. Et c'est clair que pour moi, ma plus grande angle mort, c'est qu'il y a plein de rôles qui se créent. Puis des fois, des rôles qui me paraissent peut-être pas vital pour Coca. Mais je trouve que petit à petit, ça se régule. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est responsable de l'organisation et tout le monde vient avec des idées qui suivent la vision de Coca. Et ça, c'était un gros chantier pour nous. C'était aussi de décliner plus où Coca veut aller. Et si c'est clair où Coca veut aller, toutes les personnes de l'organisation, ils proposent des évolutions qui font sens, tu vois. Et ils ne vont pas commencer à créer des choses qui sont en dehors de ce qu'on fait vraiment. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai depuis 2 ans. Ça, quelque part, on pourrait dire que l'holacratie ne change pas grand-chose par rapport à ça. C'est-à-dire que dans les entreprises qui ne font pas de l'holacratie, qui a des fiches de poste, etc., il y a aussi des gens qui prennent des initiatives, qui ne sont pas écrites dans leur fiche de poste, des gens qui consacrent une partie de leur temps à des choses qui ne sont pas écrites dans leur fiche de poste. Ce qui change ici avec l'holacratie, c'est qu'on le sait. C'est cartographié, et donc on peut se poser les questions avec des vrais outils pour savoir est-ce que c'est fonctionnel ou pas, est-ce qu'on se pose des questions de répartition de temps, de priorisation d'un cercle par rapport à un autre, etc. En fait, on s'est outillé pour mieux traiter ce genre de choses qui existent dans toutes les organisations, même dans les entreprises où on se raconte que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, parce qu'une fiche de poste, c'est pas facile de la maintenir à jour, alors que les rôles, l'idée avec ce système, c'est qu'ils soient tout le temps à jour. On a un organigramme qui se met à jour en temps réel. Et le problème, c'est pas le thermomètre, ça sert à rien de casser le thermomètre s'il fait trop chaud. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait de ce problème-là, qui est un problème épineux. Dès qu'on dépasse quelques dizaines de salariés dans une entreprise, c'est complexe de savoir comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on contraint la personne à mettre son énergie que d'un côté ou son temps que là, ou est-ce qu'on trouve des systèmes plus souples? Et il y a plusieurs pistes qui sont bonnes. Et puis par exemple, le rôle de leader, souvent dans les boîtes, tu as le manager. Puis le manager, souvent, en fait, il a le descriptive manager. En fait, il fait le recrutement, budget, décision, il fait les meetings, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est un gros travail aussi pour nous, c'est de dire, OK, en fait, il faut le déshabiller. C'est-à-dire, OK, en fait, dans ta journée, en fait, c'est quoi tous tes rôles? Et ce qui est bien, c'est que par exemple, tu peux avoir, prenons l'ancien manager qui devient un leader avec des responsabilités claires. Mais après, il y a plein de trucs qu'il fait, le budget, les décisions, l'organisation de la bouffe de fin d'année. En fait, tu peux décortiquer ces rôles et ensuite même les donner à d'autres personnes qui sont peut-être meilleures en budget que toi. Parce que souvent, quand tu es manager, on te dit tu dois être bon en budget.
mais il y en a plein qui ne sont pas forcément bons. Puis dans leur équipe, ils ont des gens très forts en chiffres Excel, etc. Bah, du coup, tu peux déléguer, en fait. C'est ça que je trouve génial, c'est de déshabiller un peu des fois des fonctions où souvent tu vois quelqu'un, puis en fait, c'est une boîte noire. Et c'était dur pour certaines personnes et surtout les leaders de décortiquer ce qu'ils font dans une journée. Et nous, je me rappelle, pendant l'encodage, on a découvert qu'il y a des gens qui avaient des 50 rôles. Puis des fois, tu te dis, mais est-ce que vraiment tu arrives à les faire pendant une journée? Et c'est là où tu vois aussi la répartition. Comme disait Alyosha, des fois, on doit prioriser. Dire, OK, toi, tu peux pas. Donc, ou tu donnes des rôles à d'autres personnes. Donc, c'était intéressant de rendre visible, en fait, tous les rôles, tout ce qui se faisait chez Coca, en fait. Mais alors, petite question, mettons, moi j'ai envie de postuler à ce rôle budget. Concrètement, je fais comment? Genre, je connais peu, enfin, personnellement, je connais un peu Holacracy, mais genre, comment ça se passe dans le terrain? Est-ce que je dois attendre une revue annuelle? Comment ça se passe pour acquérir un rôle ou alors, au contraire, se délacher d'un rôle? Depuis tout à l'heure, on parle vraiment des fonctions managériales. Et Ouais. en fait, il y a de façon très explicite dans chaque cercle un rôle qui s'appelle le leader de cercle qui a priori, sauf si ça n'a pas été modifié, le pouvoir d'affecter les rôles de son cercle. C'est-à-dire qu'il peut aller voir Christos en lui disant: Christos, il n'y a personne dans le rôle budget, tu sais faire 2 plus 2, 4, je pense que tu es la meilleure personne pour ce rôle, il peut aller le voir. Et du coup, sur chacune des fonctions, et c'est ce que disait Alyosha, comme on les rend visibles, en fait, on peut discuter. De tout, où justement j'ai 30 rôles, il y en a 25 que je ne fais pas, bah, les gens peuvent venir me voir et me dire fais-le. Non. Donc en fait on va discuter. Donc en fait j'ai envie du rôle budget qui soit pris ou pas, je peux aller voir le leader de cercle. Donc ça vient mettre de la clarté sur où est le pouvoir, encore une fois. Où est le pouvoir. Et ça peut se passer d'une infinie de façons différentes. Est-ce que dans le rôle budget, il y a une règle qui dit que les personnes qui sont dans le rôle budget ont forcément 5 ans d'ancienneté dans le cercle? J'en sais rien. Toute règle peut faire sens. Toute façon de fonctionner peut faire sens. Par contre, elle va être visible. C'est ça l'important. Et pour revenir à ce qu'on disait, donc c'est la première fonction managériale, parce que les fonctions que tu citais avant, de recrutement, de budget et tout, ne sont pas pour moi des fonctions managériales, mais plutôt des fonctions RH, c'est autre chose. Et la deuxième, dont on parlait juste avant, c'est la résolution des conflits de priorité. C'est qu'en fait, c'est pas grave qu'une entreprise ait 3 personnes et 1000 rôles. Juste, ça va les mettre face à qu'est-ce qui est le plus important dans ces 1000 rôles aujourd'hui par rapport au temps qu'on a. C'est pas grave. On voit encore ces comportements, et je pense qu'on les voit encore chez vous, de gens qui n'osent pas lancer un projet parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà trop de choses. C'est pas grave, lançons-le. C'est juste une histoire de priorité. Ça permet de mettre de la conscience sur quels sont les rôles dont on a besoin et quels sont nos rôles prioritaires aujourd'hui, et ça peut changer demain. Quels sont nos projets dont on a besoin pour Coca et quels sont nos projets prioritaires. Donc ça vient mettre de la maturité dans l'organisation. Donc ça peut être une infinité de façons, mais ça vient dire de façon claire à qui je m'adresse, comment je m'adresse. Tu peux le faire à n'importe quel moment. Tu peux aller le voir, tu peux envoyer un message sur ça, tu peux aller voir Fabio. D'ailleurs, si tu as envie d'être du rôle budget du cercle Coca, tu peux le demander maintenant. Et peut-être juste pour compléter aussi, une des beautés de Holacracy, ça c'est les règles du jeu qui sont de base, donc on change rien. Pouf, c'est ça. Mais en fait, on peut un jour décider, en fait, moi j'en ai marre que ce soit Fabio, et proposer en fait une autre manière de distribuer les rôles. Que ce soit plus Fabio qui doivent s'embêter à venir, à dire Manu, tu seras le rôle budget, Alyosha, tu seras le rôle barbecue. Allez, hop, ça je peux le placer. Donc voilà, en fait, on peut décider de changer les règles aussi. Et ça, c'est une beauté de Holacracy, c'est-à-dire que si ça ne correspond pas à notre mindset, et ça peut être pas forcément global à Coca, ça peut être le mindset d'un cercle. Un cercle, il a envie de faire un peu différemment dans certaines règles du jeu, il pourrait... Tu peux donner l'exemple de ton cercle On pourrait donner l'exemple produit, par exemple. On a décidé de déshabiller, ce fameux verbe qu'aime bien Fabio, déshabiller le leader de cercle de l'autorité d'attribuer les rôles. Et en fait, on a un autre rôle qui s'appelle LL Affectator, qui a lui l'autorité de le faire. Et ce rôle lui-même est élu par les membres du cercle. Donc, c'est les membres du cercle qui vont élire celui qui va affecter les rôles. Toute cette mécanique-là qu'on vient de décrire, je pense que c'est un des ingrédients qui fait que l'Holacracy peut tenir sa promesse de favoriser la délégation. Et ça, je pense que c'est une voie de progrès phénoménale pour les organisations, les entreprises qui ont envie de cultiver le leadership ou ce qu'on peut appeler l'intrapreneuriat, en tout cas cet esprit d'entrepreneur dans l'entreprise. Parce que, alors évidemment, tout le monde ne va pas forcément le faire, mais ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui sont animées par un état d'esprit plutôt entrepreneur, qui ont envie de créer, d'avancer, d'essayer des choses,
elles ont à leur disposition un système de management qui favorise la délégation, qui accélère énormément et qui permet d'essayer des choses par petits pas, sans forcément déléguer tout un poste, mais des petites briques, donc de s'essayer, de voir si ça marche, d'ajuster, etc. Et en cultivant cet état d'esprit de délégation facilitée, on crée de la place pour les personnes qui ont plus de leadership, plus d'envie d'aller vers d'autres fonctions ou d'aller créer de la valeur d'autres manières dans l'entreprise. Et je rajoute un truc hyper important là-dessus, c'est que ça permet en fait de faire cohabiter, si je caricature, deux façons de fonctionner, celle que tu viens de décrire et d'autres personnes, parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est mieux l'entrepreneuriat ou c'est mieux l'autonomie ou c'est mieux. On a eu cet exemple dans une institution publique parisienne de quelqu'un qui, l'équipe est passée en holacratie, c'était juste une équipe, et qui au bout d'un moment a dit mais moi votre truc c'est l'enfer. En fait moi j'ai une fiche de poste. Et je veux et en fait c'est hyper intéressant. Du coup ils ont redesigné, ils ont pris la fiche de poste, ils ont fait le rôle en mettant exactement la fiche de poste. Et c'est vrai, c'est ce qu'il lui est demandé, c'est son contrat de travail. Et en fait ça permettait à cette personne, je crois, d'être sécurisée exactement dans cet endroit qui n'est pas mouvant tout le temps, où il n'y a pas des nouveaux trucs, où ça bouge pas. Et les gens comme que tu décrivais qui sont plus dans un truc d'avoir envie de l'initiative, que leur travail change. Et ça permet à ces deux typologies de personnes, il y en a beaucoup plus, mais en tout cas, si je caricature, de cohabiter. Et c'est là où moi je trouve que le système il tient ses promesses, c'est qu'il n'y a pas une valeur sous-jacente de ça serait mieux quelque chose. C'est possible de créer des organisations où l'autorité est extrêmement déléguée, c'est possible de créer des organisations où l'autorité est peu déléguée, mais c'est clair, c'est visible et on permet de le voir et on peut aller le questionner. Maintenant, j'ai une question qui est peut-être un peu plus liée à une vision traditionnelle de l'entreprise. Souvent, quand on est dans une entreprise, on a, je sais pas, l'envie d'évoluer, de peut-être être déjà junior, après level, après senior, ou on parlait de manager tout à l'heure, évoluer dans ce sens-là. Est-ce on arrive quand même à avoir toujours ça avec l'holacratie? Est-ce que genre, chez quelque chose chez Coca aussi, les gens arrivent à continuer d'évoluer, tout le monde arrive à un peu trouver son compte, entre guillemets? Comment ça se passe, ce type de question plus, on va dire, évolution professionnelle quand ça fait, mettons, 15 ans qu'on est chez Coca, comme toi, Christos, comment ça se passe? Un petit peu moins. Bientôt 15 ans. Peut-être, je pourrais dire juste en introduction, après ce serait intéressant d'avoir votre témoignage pour Coca, mais que l'holacratie dit rien là-dessus. En fait, par contre, l'holacratie pose des principes de fonctionnement, de clarté des autorités et des mécanismes de décision. Donc on va juste chercher à rendre plus clair, plus visible la manière dont sont prises ces décisions-là sur les évolutions salariales, les évolutions de poste, les évolutions des contrats de travail, etc. Et si quelque chose crée des tensions, si quelque chose ne marche pas très bien dans l'entreprise, on va peut-être avoir un mécanisme plus facile pour tenter autre chose, de l'ajuster, peut-être essayer un nouveau mécanisme, voir si on peut l'améliorer, etc. Alors peut-être pour Coca, tu me compléteras Fabio aussi si tu veux. C'est une super question, elle est hyper compliquée parce que ça fait partie effectivement de ces choses où on est là, nous on est un petit peu fâchés en tant qu'entreprise, c'est toutes les choses que l'holacratie ne dit pas, et ça fait partie de ces choses-là. Et du coup là on est tout seul, on a ce super framework qui donne plein d'outils, mais pas celui-là. Et c'est vrai que ça peut être un souci. Donc l'évolution au sein de l'entreprise, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait on peut avoir des nouveaux rôles, on peut faire évoluer ses propres rôles, donc j'ai envie de dire à ce niveau-là, aucun souci, c'est toujours le... Mais ça va être vrai pour quelqu'un qui est assez proactif. Voilà. Quoi. En plus, c'est vrai pour quelqu'un qui est proactif. Après, on peut mettre en place des processus pour l'aider à évoluer au sein de l'entreprise. Donc, ça, à l'entreprise de le faire au travers de plein de solutions. Ce qui est toujours un peu plus compliqué, je vois la question sous-jacente, c'est de se dire, il y a le monde Coca, avec ses rôles et tous nos rôles qu'on a. Et il y a le monde public, à l'extérieur. Comment on fait le raccord entre les deux? Et ça, c'est méga, pour moi, c'est des grosses difficultés. C'est comment on fait le rapprochement entre les deux pour, en plus, les gens qui veulent de la carrière, avoir une certaine seniorité dans les titres publics, pas les rôles. Et ça, moi, j'ai pas encore de réponse absolue là-dessus. Peut-être, Fabio, t'en as une? Non, mais je pense que tu touches l'élément qui est sensible, c'est que la partie, je dirais, RH est la partie la plus complexe de l'holacratie parce que tu t'étais connecté avec le monde... je dirais, classique, habituel, que tout le monde connaît. Et c'est vrai que chez nous, il y a des gens qui débarquent chez nous, qui ont fait 30 ans de management très pyramidal, et ils prennent du temps à trouver en fait comment je peux utiliser les outils pour réussir à amener mes points. Et la partie salariale, reconnaissance, c'est quelque chose que je vois tous les jours, parce que même malgré tout, on a des rôles. À la fin, quand on demande un certificat de travail, on veut un titre, parce que c'est le langage que l'extérieur qu'on connaît. On ne connaît pas en tant que loutre, coach à la holacratie. Donc c'est vrai qu'il y a encore
ce lien qui est très complexe, parce que même les personnes qui sont les plus fervents à l'interne en holacratie ont besoin d'avoir ce langage encore, je dirais, que tout le monde connaît. Mais je pense que ça va évoluer un jour, parce qu'encore une fois, on va pas, je pense, ok, tu as 20 rôles, ok, tu auras plus de salaire que quelqu'un qui en a 10, non, mais c'est plutôt qu'est-ce que le rôle va amener à l'entreprise. Peut-être. Et encore là, pour être transparent, on travaille, on itère beaucoup sur cette partie-là. La partie salariale, je pense qu'on peut en parler pendant des heures et des heures, mais c'est clair qu'on rêverait que l'équipe nous donne un petit outil. Puis tu touches l'humain, là, tu touches quelque chose de très, 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 très particulier. Mais je pense que petit à petit, ce sera vraiment par rapport au type de rôle, l'impact qu'ils ont, l'expérience aussi, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, l'implication qui jugera. Mais c'est clair qu'il y a encore un travail là-dessus. Et ça fait partie des prochaines étapes. On dit l'académie, faire monter en maturité. Les premières, c'est bien ancrer la pratique. Là, on est dedans. Et les prochaines, c'est toutes les non-réponses de l'holacratie, entre autres les titres, comment on fait un raccord entre l'extérieur et l'intérieur. Et peut-être vous avez des exemples. Ouais, j'ai envie de prendre un peu un autre perspective sur ce point-là, rapide. Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'on le voit encore comme une opposition. J'ai vraiment la sensation que c'est un des espaces on est tellement baigné dans notre société depuis tellement de temps là-dedans que c'est l'espace de déconstruction, un des espaces de déconstruction qui est peut-être le plus difficile. Mais en fait, je peux te donner un outil. Tu pourrais mettre une règle chez Coca qui dit n'importe qui a travaillé 1 an chez Coca peut se prévaloir de n'importe quel titre chez Coca. À l'extérieur, pourquoi pas en fait? Qu'est-ce qui fait que ça soit aussi tensif, cette histoire-là? Pour moi, il y a 2 questions différentes. Il y a la question du statut et comment l'extérieur va le percevoir, qui est un truc, et il y a la question du salaire qui peut être pendant la vie en interne aussi. Je peux voir que chez nous, par exemple, on a nos signatures maintenant, c'est voir nos rôles, les gens éclairés qui arrivent sur Entre Spirit, c'est public, machin et tout. Mais je pourrais me revendiquer de n'importe quel titre. Donc en fait, c'est vraiment une question, pourquoi c'est tensif en fait? La question du salaire, pour moi, elle vient dire autre chose, et la question du statut aussi, c'est que je pense qu'avant holacratie, dans la plupart de nos organisations aujourd'hui, en Europe notamment, c'est déjà un sujet flou, c'est déjà un sujet tensif, c'est déjà le bordel, et c'est déjà extrêmement flou et implicite. Et en fait, holacratie, comme il amène ces chemins-là, va faire, et vous voyez comme vous itérez depuis 2 ans là-dessus, en fait, petit à petit, on va cheminer vers quelque chose qui a plus de clarté, certainement plus de transparence, parce qu'il y a quand même empiriquement, c'est quand même ça qui se dessine dans les organes qui passent en holacratie, déjà en interne, et puis petit à petit vers l'externe. Et sur la question du statut, je pense que c'est plus simple que ce qu'on croit. Je pense qu'on pourrait vraiment mettre en place des règles assez simples. Toute personne qui a bossé dans tel cercle tant de temps peut avoir tel titre. Si c'est important pour elle dans sa suite de sa vie et que Coca peut lui apporter ça ou une autre entreprise, où est le problème en fait? Petite question orientée plus Coca maintenant, ça fait donc un peu plus de 2 ans et demi que on est officiellement passé du camp de holacratie. Est-ce que c'est un choix que vous regrettez, ou est-ce qu'il y a encore certains moments où vous dites il y a des choses qu'on doit encore travailler? Est-ce qu'il y a des choses qui prennent plus de temps maintenant avec holacratie qu'avant, quand on était dans un système plus libre, entre guillemets? Ouais. En tout cas, je crois pas, regretter, non. Après, c'est vrai que, comme mentionné, je crois, Alyosha au début, quand on a fait le grand bain, pour certains, c'est on y est. Et puis pour l'arrêter, c'est qu'on a commencé à ce moment-là. Et c'est clair que c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir toujours un œil externe. Et ça qui est intéressant, l'holacratie, tu peux avoir des externes qui ont des rôles dans l'organisation, je trouve génial, qui permettent de pouvoir toujours se raccrocher quand il y a un moment down. Je vois beaucoup aussi, sur les 230 personnes, il n'y a pas tous les cercles qui vont à la même vitesse. Et je trouve l'élément le plus important aujourd'hui, c'est l'accompagnement humain. Parce qu'en fait, à la fin, ça a beaucoup de changements sur l'humain, sur la manière dont tu réagis aux autres, sur la manière où tu pousses un projet, sur la manière dont tu leads une équipe. Un leader n'est plus un manager. Donc, c'est beaucoup cet accompagnement qui est important. Et des fois, tu as des coups de down, surtout des moments de stress, de fin d'année où le travail est très rush. Des fois, tu as envie de revenir un petit peu au côté d'avant. Donc, je pense qu'on ne regrette pas. Mais c'est clair, c'est pour ça qu'aussi il y a le rôle de Christos qui est important. C'est de garder ce baromètre, de pouvoir aider toutes les personnes qui en ont besoin quand ils sont dans une situation un petit peu compliquée, de faire appel à l'extérieur aussi. On fait des ateliers maintenant, dès qu'on voit, on a sur la tactique, donc les séances d'organisation, donc c'est important. Mais je ne reviendrai jamais en arrière. Pourquoi aussi? Parce que rien que les solutions qu'il y a dans l'outil, les tactiques, la manière dont ils sont gérés avec un facilitateur, on n'a pas parlé des rôles, il y a un rôle important, c'est une personne qui facilite et qui n'est pas décideur, et c'est génial. Du coup, tous ces éléments-là permettent aujourd'hui déjà d'être méga efficaces et méga efficients. Et j'ai l'impression que les gens peuvent sortir leurs problématiques, peuvent sortir leurs projets. Et je n'ai pas le sentiment que les gens sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas sortir leur truc. Donc jamais, en tout cas, on retournera en arrière.
mais il y a besoin encore de travail, il y a besoin de suivi. Et c'est chouette, parce que ça fait partie de l'unité d'entreprise d'évoluer. Je trouve que c'est très fort, quoi. On n'en a peut-être pas tout à fait parlé. Peut-être, Christophe, tu arrives à nous expliquer juste ce que c'est une tactique et puis comment ça se passe, peut-être la fréquence, est-ce que c'est en fait. Ok. En 3 mots. Super, merci. Non, une tactique, c'est vraiment une triage aussi. Hein, c'est les 2 mots qui sont utilisés. C'est une réunion opérationnelle où on va venir avec nos tensions. Donc une tension, c'est une différence entre ce qui est et ce qui pourrait être. Donc n'importe une amélioration, une proposition de résolution d'un problème, une demande d'aide, enfin plein de choses, de donner de l'information. Tout ça, ça se passe en tactique. C'est très opérationnel, ultra efficace. En fait, on arrive plus dans des séances où on arrive, on ne sait pas trop ce qu'on va prendre comme décision. On sait même pas. À la fin, on finit le meeting, on ne savait même pas ce qu'on a fait. Donc je pense que c'est effectivement un des éléments qui apporte le plus de valeur. Mais parce que ça change le mindset, c'est vraiment tout un changement de culture qui va apporter de la valeur. Et pour donner un exemple, hein, tu me demandais est-ce qu'on va revenir en arrière? Non, je pense pas. Et d'ailleurs, quelques personnes qui sont parties de chez Coca, les premières choses qu'elles font quand elles arrivent dans un environnement de travail, c'est de venir apporter, pas la créativité parce que c'est compliqué, c'est tout un changement, mais effectivement une tactique. Ils vont très vite mettre en place les mécanismes des tactiques pour essayer d'apporter de nouveau de la valeur aux réunions, parce qu'en fait, ils arrivent dans ces réunions où rien n'est décidé, on n'est qu'avec des problèmes, pas avec de solutions. Et ils essaient d'apporter justement ces réunions tactiques qui sont hyper efficaces. Et le facilitateur, c'est vraiment un modérateur qui a un rôle, et je pense que c'est un des rôles les plus complexes de l'holacratie, parce qu'il doit réussir que toutes les personnes qui viennent avec une tension ou un problème puissent repartir avec une solution, et c'est son rôle à lui. Et je trouve bien parce qu'il est neutre, et honnêtement, ça met beaucoup de... Il anime aussi, donc il fait avancer, il fait accélérer, il fait... Et ça permet de pouvoir que toutes les personnes qui sont autour d'une table puissent s'exprimer, et pas toujours les mêmes, ou pas toujours celle personne qui a plus, entre guillemets, de force. Donc il y a des rôles, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens qui repartent et qui essaient de regarder un peu 2-3 briques, parce que je pense que les séances tactiques, je pense que les séances, c'est le poison de nombreuses sociétés, et chez nous ça l'était aussi, et je pense que c'est efficace pour piloter. On a beaucoup parlé du système holacratie depuis tout à l'heure, mais pour moi, s'il y a vraiment, et notamment la tactique, en a un gros bout, c'est une école de la relation humaine. C'est une école de savoir engagé dans la relation professionnelle et personnelle, de pouvoir s'engager ensemble. Tout ce qu'a cité Christos avant. Et pour moi, ça apprend, parce qu'au début, il y a un facilitateur, et petit à petit, on se rend compte que les gens se facilitent eux-mêmes, ce qu'on appelle l'autofacilitation intérieure. C'est une école de la maturité. Je pense qu'on n'est pas très mature en tant qu'humain la plupart du temps, dans beaucoup d'endroits de nos vies. On l'est à d'autres endroits. Et ça apprend vraiment à travailler ensemble de façon simple, efficace, efficiente et agréable, en fait, la plupart du temps, en tout cas. J'ai une dernière petite question qui est peut-être plus pour Fabio ou toi, Christos. Chez Coca, on en est où de l'holacratie? Puis c'est quoi un peu les prochaines étapes, mettons, pour 2024? Quelle question. Je pense pas. On intègre beaucoup de nouveaux, parce que là, on a grandi. Et c'est vrai que quand tu intègres des nouveaux, c'est bien, ça amène du sang neuf. Je pense qu'on doit encore continuer en fait à former. Christos est coach, par exemple, donc c'est-à-dire qu'il y a une formation un peu plus évoluée pour aider, pour accompagner les gens. Et je pense qu'on doit en former plus pour pouvoir aider. Moi, je trouve intéressant par rapport à l'holacratie, c'est que ça a commencé à faire, c'est qu'au début, on dessine l'organisation, et l'organisation s'est dessinée très en départements. Marketing, finance, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, comme l'organisation, elle vit, en fait, je vois même des projets qui se créent en cercle. Et c'est génial, ça veut dire que, en fait, comme le projet, on sent que c'est un projet qui va durer longtemps, ils voient qu'il est important d'avoir une sorte de gouvernance, des meetings, des gens se voient, et plus souvent. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « Ok, mais moi, en finance, je passe plus de temps avec la logistique qu'avec la finance. Donc, en fait, je devrais être davantage dans les séances avec la logistique. » Donc, on voit en fait que ces anciens départements cercles commencent à se mélanger. Et c'est génial parce qu'en fait, tu es beaucoup plus efficace. Et ça, je trouve que ça commence à venir. Ça a pris du temps. Mais je sens que ça vient naturellement. Parce que les gens, ils voient qu'ils passent beaucoup de temps avec d'autres. Puis du coup, ils disent, OK, on doit créer un cercle. Parce qu'on se voit. Comme ça, on se crée un objectif, on se crée un budget, on se crée une vision. Et ça, je pense, c'est un peu l'évolution que je vois de Coca qui commence à arriver gentiment. Je ne sais pas si Christos... Tu as bien résumé, effectivement, plus de formation, continuer à faire évoluer les gens. On a fait aussi une petite cartographie de où on était chaque cercle. On a dit, hein, c'est très organique. Et en fait, dans les organismes, il y en a qui vont plus ou moins vite dans une direction, d'autres qui restent dans un système plus traditionnel. Et en fait, on a fait un peu ce mapping. Et là, l'idée, c'est d'aller d'insuffler un peu plus de vitesse aux endroits
ou c'est resté très traditionnel pour essayer de leur donner envie de monter en maturité en holacratie dans certains niveaux de prise de décision, d'explicitation. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ça va être le holacratie add-on plus. Vous connaissez ou pas? Non, en gros, c'est aller adresser tout ce que holacratie n'adresse pas et qui est pour le moment encore un petit peu implicite. Dans les grands chantiers, les grilles salariales, comment ça se reflète par rapport au rôle. Donc là, on a engagé quelqu'un qui fait full-time ça pour essayer de justement trouver une matrice qui est transparente, qui est explicite, pour dire, en fait, quand tu évolues au sein de Coca, sans changer ton titre, en fait, tu peux évoluer dans tes rôles et ça va faire évoluer ton salaire éventuellement. Donc voilà, on va essayer d'adresser toutes ces autres choses. Ça peut être les processus de recrutement, de licenciement, enfin, tout ce qui est lié au système managérial qui est pour le moment très implicite parce qu'en fait, on utilise ce qui existait déjà avant. Et l'idée, c'est d'aller plus encore dans l'explicitation des différentes choses. Donc, super holacratie sujet pour plus. un prochain podcast alors. Exact. Ouais, c'est un bel exemple ce que tu viens de dire de ce que permet la mise en place de l'holacratie. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas la réponse toute prête qui est apportée sur comment on gère l'évolution salariale dans une entreprise qui est fondée sur des rôles et des cercles, par contre, il y a des méthodes de décision, de discussion, des méthodes de réunion, etc., qui font que tout d'un coup, on ose aller se parler de ces questions-là de manière collective à plusieurs, parce qu'en général, en fait, c'est vraiment le sujet qui fait peur. Parler des salaires dans une entreprise, en général, c'est hyper épineux, parce qu'on ne sait pas trop comment aborder la chose. Parler des salaires, ça fait peur, parce qu'on parle de l'argent, des représentations conscientes et inconscientes qu'on a à ce sujet-là. Alors que là, finalement, on a quelque chose qui permet d'essayer des choses, d'y aller progressivement, avec tout le temps de la grande clarté sur comment est-ce qu'on va prendre ces décisions. Et puis, ce jeu de cercles qui apparaissent, qui se défont, qui sont structurés différemment. Alors, à la fois, des fois, il peut y avoir un biais qui serait de croire que pour travailler ensemble, il faut qu'on fasse un cercle. Et nous, en tant que coach, on travaille beaucoup à déconstruire cette représentation. Et d'un autre côté, je pourrais souligner que finalement, si ça facilite de travailler ensemble, pourquoi pas? C'est pas gênant. Donc, en fait, on va voir apparaître des choses qui sont des expériences. On y croit, peu importe, finalement, c'est peu coûteux pour l'entreprise et ça permet d'essayer quelque chose. Et moi, j'ai vu plein de fois des expériences où le simple fait de changer la morphologie d'un projet, de le diviser en deux, de réunir 3 cercles en un, etc., en fait, ça libère de l'énergie. Parce que ça permet à des personnes d'être au bon endroit, de tout d'un coup avoir de la clarté sur comment ça marche, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quelles initiatives je peux prendre librement. Et en créant cette confiance, on a un fonctionnement qui est plus fluide. Donc c'est un bel exemple. Super. On arrive au bout de cet épisode. On voit qu'il y a encore de quoi tenir 3-4 heures, donc je pense qu'on pourra revenir sur d'autres sujets. Mais déjà, merci beaucoup pour votre temps et puis la richesse des gestions. C'était hyper intéressant de voir un peu comment ça se passe l'accompagnement, comment ça se passe une entreprise qui évolue avec du coup plusieurs années de réflexion. Donc voilà, merci énormément d'avoir levé le voile un peu sur ce qu'est Scholacracy. On espère que c'est un peu moins flou pour vous qui regardez et qui écoutez. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de En Vrai. Merci à tous. Merci beaucoup, Diane.